Au cours d'un dîner de famille, en week-end, ma belle-mère a crié « Soit tu donnes ta chambre à ton petit frère, soit tu fais tes valises, et tu sors. » Je n'ai pas pleuré. J'ai fait mes valises en silence, je suis parti, et j'ai acheté une maison sur une colline. 3 jours plus tard, je profitais de mon nouveau foyer, tandis qu'il était en train de... Au cours d'un dîner de famille, le week-end, ma belle-mère a claqué sa fourchette sur la table, s'est tournée vers moi, et a crié « Soit tu donnes ta chambre à ton petit frère, soit tu fais tes valises, et tu sors. » Elle ne l'a pas murmuré, non, elle l'a hurlé en plein milieu d'un dîner, que j'avais aidé à payer, dans une maison que mes défunts parents avaient passé leur vie à bâtir. Ma belle-mère m'a fixé avec un sourire hautain et arrogant, tandis que son fils était assis à côté d'elle, silencieux, affichant un air satisfait, comme s'il avait déjà gagné. La mémoire de mon défunt père avait été effacée de ses murs, remplacée par leur avidité. Personne ne m'a défendu, personne n'a dit un mot. Mais moi, Félicia Bishop, analyste financière de 27 ans, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas rabaissé à supplier, et je n'ai pas gâché mon souffle à me disputer avec des gens qui confondaient ma patience avec de la faiblesse. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai posé mes couverts, et je me suis levé, le dos bien droit. D'accord, ai-je dit calmement, je vais faire mes valises. Ils pensaient me jeter à la rue. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, pendant qu'ils jouaient au maître chez moi, je tenais déjà les clés de ma propre liberté, ainsi qu'une surprise juridique, qui allait briser leur petit monde confortable pour toujours. Si vous aimez les histoires de drames familiaux intenses, de vengeance et de respect de soi, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton d'abonnement, et activez les notifications, afin de ne manquer aucun épisode. 3 jours plus tard, je profitais de ma toute nouvelle maison, située sur une colline paisible. Alors qu'il s'apprêtait à recevoir un rappel à la réalité retentissant. Le brouillard froid et nocturne de Portland a enveloppé ma voiture, lorsque j'ai démarré le moteur, et quitté l'ancienne maison. La pluie se transformait en une bruine continue contre le pare-brise, reflétant la colère silencieuse qui grondait en moi, tandis que je naviguais dans les rues faiblement éclairées, en direction du centre-ville. Je me suis garé dans l'allée d'un hôtel de charme. J'ai réservé une chambre pour la nuit, et j'ai monté mes 2 valises à l'étage. Sans jamais me retourner. Une fois la lourde porte en chêne fermée derrière moi, le bruit étouffant de la cupidité de ma belle-mère a enfin disparu, laissant place à un silence absolu. Je me suis assise sur le bord du grand lit, j'ai retiré mes chaussures, et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le bureau, afin de reprendre le contrôle total de ma vie. En tant qu'analyste financière senior, les chiffres avaient toujours été mon point d'ancrage, en temps de chaos. Car, contrairement aux personnes ingrates, les chiffres ne mentaient jamais. Je me suis connecté à mon application bancaire personnelle, pour consulter mon compte d'épargne principal à haut rendement, que j'avais constitué dollar par dollar, au fil d'années de discipline. L'écran affichait un solde de 212 000 $. Une somme que j'avais réussi à protéger, malgré la prise en charge constante des dépenses du foyer, au cours des 2 dernières années. Depuis le décès de mon père, j'avais ravalé mon chagrin en silence, et j'avais porté seul le fardeau financier de cette maison, par respect pour sa mémoire. J'avais payé les taxes foncières annuelles, couvert les réparations coûteuses du toit, et réglé chaque facture d'électricité ou d'eau, pendant que Valérie et son fils y vivaient, de manière totalement gratuite. Ma patience avait été guidée par l'espoir insensé qu'honorer mon père signifiait préserver la maison familiale, mais leur cruelle ambition, lors du dîner, m'a fait réaliser que je ne faisais que financer le manque de respect qu'ils me témoignaient. J'ai fermé l'onglet bancaire, et j'ai ouvert mes messages personnels, en remontant jusqu'à un lien envoyé la semaine précédente par ma meilleure amie, Antoinette Stevenson. C'était une conseillère immobilière agréée, qui m'incitait depuis des mois à cesser de sacrifier mon indépendance pour des gens qui ne me considéraient que comme un simple compte en banque. À son message était jointe une annonce pour un charmant chalet à 2 étages. Niché dans les collines paisibles de West Hills,
affiché à 480 000 $. La propriété disposait de vastes terrasses en cèdre, de grandes baies vitrées, allant du sol au plafond donnant sur la forêt, et d'une vue imprenable sur la vallée en contrebas. À l'époque, j'avais rejeté son message avec un sourire poli, pensant que je devais rester dans la maison familiale, afin de maintenir vivante la mémoire de mon père. En regardant ces photographies haute résolution, maintenant sous la lumière tamisée de la chambre d'hôtel, cet environnement serein ressemblait à un sanctuaire qui m'appelait. Avec 212 000 $ d'épargne disponible, j'avais largement assez d'argent pour verser un acompte solide de 40%, soit 192 000 $. Mes revenus stables en tant que professionnel de la finance me garantissaient l'obtention sans effort d'un prêt hypothécaire classique pour le solde restant, tout en me laissant une marge de sécurité financière confortable sur mon compte. J'ai appuyé sur le nom d'Antwinet, et j'ai tapé un message rapide, lui demandant d'organiser une visite privée de la propriété de West Hills, dès le lendemain matin. Elle m'a répondu en quelques secondes, me confirmant que l'agent immobilier était un collègue proche, et que nous pourrions inspecter la maison dès 8 heures du matin. Un profond sentiment de soulagement m'a envahi, tandis que je fermais l'écran de mon ordinateur portable, et m'approchais de la fenêtre, pour regarder la pluie rendre le trottoir glissant. Pour la première fois depuis des années, je ne planifiais plus mon avenir en fonction des besoins de personnes qui considéraient ma générosité comme indue. Demain matin, j'allais franchir la première étape concrète vers la possession de mon propre sanctuaire, en laissant Valérie et son fils arrogant faire face à la dure réalité de leur propre avidité. 5 jours plus tard, une tasse de café chaud à la main, j'ai monté la colline de West Hills pour finaliser la transaction, et récupérer les clés de mon nouveau foyer. La brume matinale pendait bas sur les routes de montagnes sinueuses, déposant un voile argenté et tranquille sur les hauts pins toujours verts qui bordaient l'allée. Après avoir effectué le virement bancaire pour la compte, et signé les derniers documents chez le notaire, l'agent immobilier m'a remis un trousseau de clés en laiton, accompagné de félicitations polies. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, et je suis entré dans le grand salon, où la lumière naturelle du soleil traversait les baies vitrées, pour illuminer le parquet en bois ciré. En sortant sur la vaste terrasse en bois, j'ai écouté le doux murmure des aiguilles de pin dans la brise fraîche de l'Oregon, ressentant un profond sentiment de calme, que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Pour la première fois depuis le décès de mon père, je me sentais en sécurité. Dans un espace qui n'appartenait qu'à moi, loin du jugement constant et des exigences étouffantes de mon ancien foyer. L'après-midi même, je suis redescendu vers le quartier des affaires, afin d'assister à un rendez-vous prévu avec mon avocat spécialisé en succession, maître Arthur Pendleton. Son cabinet était situé dans un bâtiment en briques paisibles, bordé d'ouvrages juridiques reliés en cuir, reflétant la précision aiguisée d'un homme qui gérait des litiges immobiliers complexes depuis plus de 3 décennies. Après avoir échangé une poignée de mains chaleureuses, et nous être installés dans les fauteuils en face de son bureau, je lui ai tendu une chemise cartonnée contenant le titre de propriété original de ma maison familiale, ainsi que l'acte de décès de mon père. J'ai expliqué comment Valérie avait pris le contrôle total de la résidence après la mort de mon père, traitant la propriété comme son empire personnel, tout en m'exigeant de faire mes affaires, et de libérer ma propre chambre. Arthur a ajusté ses lunettes, a examiné attentivement les registres fonciers, et a consulté la législation successorale de l'État sur son écran d'ordinateur, pour vérifier l'historique légal du titre. Il s'est adossé dans son fauteuil en cuir, a posé son stylo sur le bureau, et m'a regardé avec une expression d'une clarté professionnelle absolue. Il m'a expliqué que, puisque mon père était décédé sans testament formel, les lois de l'Oregon sur les successions AB intesta stipulaient que la propriété résidentielle appartenait automatiquement, et conjointement, aux descendants survivants de mon père ainsi qu'à son épouse. Étant donné que la maison avait été achetée à l'origine par mes parents biologiques, avant son second mariage, ma part légale dans la propriété s'élevait à 50% de sa valeur marchande totale estimée.
Selon les ventes récentes comparables dans ce quartier résidentiel, la maison était actuellement évaluée à 500 000 $, ce qui signifiait que ma part légitime s'élevait à 250 000 $. Arthur m'a fermement rassuré, Valérie ne possédait absolument aucune autorité légale pour m'expulser des lieux, et elle ne détenait aucun droit de propriété exclusive sur le bien. Entendre ces chiffres précis m'a confirmé que mes années de patience silencieuse lui avaient donné un faux sentiment d'impunité, et de droit, sur un patrimoine qu'elle n'avait en réalité jamais possédé. J'ai regardé Arthur droit dans les yeux, et je lui ai demandé de rédiger immédiatement une mise en demeure formelle, exigeant le règlement officiel de la succession. Nous sommes convenus de présenter à Valérie deux options juridiques simples, soit elle devait trouver un financement pour racheter ma part de 250 000 $ dans un délai de 30 jours, soit la propriété serait mise sur le marché libre pour une vente forcée par le tribunal. Arthur a hoché la tête en signe d'approbation, en notant qu'étant donné son absence de revenus personnels et son mauvais dossier de crédit, financer un rachat serait virtuellement impossible, ce qui rendait la vente inévitable. J'ai signé le contrat de mandat d'une main ferme, sachant que les rouages de la justice étaient désormais officiellement lancés, pour démanteler son illusion de pouvoir. 4 jours après mon emménagement dans ma nouvelle maison, mon téléphone a vibré à plusieurs reprises, recevant des SMS exigeants de la part de Valérie. Sans la moindre gêne, elle m'a envoyé une liste de courses détaillées, comprenant des pièces de viande de qualité, des vins importés, et un gâteau d'anniversaire sur mesure très coûteux pour la fête à venir de Gavin, exigeant que je lui transfère immédiatement 200 $ pour payer les courses. Son ton reflétait toujours la même attente arrogante, comme si je leur devais un soutien financier, simplement parce que j'avais existé sous ce qu'elle considérait comme son toit. En regardant les notifications s'afficher sur mon écran, assise dans ma véranda paisible, j'ai senti une vague de détachement froid remplacer le peu de tolérance qu'il me restait. J'ai tapé une réponse concise, lui disant que s'il voulait organiser une fête somptueuse, il n'avait qu'à en couvrir les frais avec leur propre argent. Sans attendre sa réponse, j'ai ouvert mon application bancaire en ligne, pour vérifier les comptes utilisateurs autorisés, liés à ma carte de crédit principale. Durant les derniers mois de la vie de mon père, j'avais ajouté Valérie et Gavin comme titulaires secondaires sur mon compte, uniquement pour gérer les achats d'urgence du foyer, et les courses médicales. J'avais oublié de leur retirer ces accès dans le chaos du déménagement, ce qui leur permettait de dépenser discrètement des centaines de dollars chaque mois. En luxe personnel, à mes dépens. En quelques gestes rapides sur l'écran de mon téléphone, j'ai révoqué définitivement leur droit d'accès, et annulé les deux cartes physiques instantanément. Le système s'est mis à jour immédiatement, rendant leur carte totalement inutilisable, avant même qu'ils ne réalisent que leur poule aux œufs d'or avait arrêté de pondre. Moins d'une heure plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner frénétiquement. C'était un appel entrant de Gavin, qui se trouvait à la caisse d'une épicerie fine de luxe. Il s'est lancé dans une tirade furieuse dès que j'ai décroché, hurlant que sa carte avait été refusée 2 fois de suite, devant une longue file de clients impatients. Il a exigé de savoir pourquoi je sabotais ses préparatifs d'anniversaire, et a crié que j'étais obligé de régler ce bug bancaire immédiatement, afin qu'il puisse finir de payer ses produits de luxe. J'ai écouté son monologue frénétique dans un silence absolu, avant de répondre d'une voix calme qu'il n'y avait aucun problème technique, et que mon parrainage financier de son mode de vie était officiellement terminé. J'ai raccroché alors qu'il criait encore sous le coup de l'incompréhension, refusant de céder plus longtemps à sa colère enfantine. En quelques minutes, Valérie m'a rappelé, la voix tremblante d'une rage intense, m'accusant d'être une belle-fille cruelle et ingrate, qui cherchait à humilier sa famille. Elle a hurlé que j'avais abandonné mes responsabilités domestiques, et a menacé d'appeler la police locale pour me signaler pour abandon de propriété, sans avoir payé ma part du prêt et des factures. J'ai laissé échapper un petit rire amusé au téléphone, en lui rappelant que je n'avais aucune obligation légale de
financer ses dépenses courantes, ni de payer un loyer pour une maison dont on venait de me chasser. Je lui ai dit fermement que la maison appartenait à la succession de mes défunts parents, et non à son trésor personnel, et qu'elle ferait mieux de consacrer son temps à se préparer à la réalité, plutôt que de me menacer avec des plaintes. Bidon. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse lancer une nouvelle série de menaces, sans dire un mot sur la sommation légale qu'Arthur allait lui faire livrer en main propre, l'après-midi même. Par un jeudi après-midi pluvieux, alors que les gouttes de pluie tapotaient doucement contre le carreau de la fenêtre, un courrier recommandé provenant du cabinet de maître Arthur a été officiellement remis entre les mains de Valérie. Ce document officiel contenait une demande formelle de partage, stipulant qu'en vertu des lois de succession de l'État de l'Oregon, je détenais une part de propriété de 50% sur la résidence, évaluée à 250 000 $. La mise en demeure fixait un délai strict de 30 jours, lui imposant soit de procéder au rachat comptant de ma part, soit d'accepter de mettre la maison de banlieue sur le marché immobilier, en vue d'une liquidation publique immédiate. En lisant cette sommation juridiquement contraignante, rédigée sur le papier, en tête d'un cabinet renommé, Valérie a vu s'effondrer la fiction confortable qu'elle s'était construite autour de son statut de maîtresse absolue des lieux. La dure réalité de sa situation financière l'a rattrapée rapidement, lorsqu'elle a compris qu'obtenir un prêt hypothécaire auprès de n'importe quel établissement bancaire était une impossibilité absolue. S'étant reposé entièrement sur la générosité de mon père pendant des années, sans occuper d'emploi stable, son historique de crédit était pratiquement inexistant, et son ratio d'endettement ne respectait aucun critère standard d'octroi de prêt. De plus, l'absence totale de revenus de Gavin, ajoutée à ses récents soucis universitaires, signifiait qu'il ne pouvait apporter aucune aide financière pour refinancer la dette. Sans mon salaire régulier pour payer les taxes foncières et l'entretien mensuel, elle se retrouvait face à la perspective terrifiante d'être expulsée d'une grande demeure qu'elle n'aurait jamais les moyens d'entretenir seule. La panique a rapidement remplacé son arrogance passée, alors qu'elle a passé toute la soirée à tenter de me joindre, enchaînant des dizaines d'appels désespérés et de messages vocaux affolés. Son ton agressif s'est métamorphosé en d'immenses supplications en larmes, me suppliant de décrocher pour que nous puissions discuter de ce qu'elle qualifiait d'un fâcheux malentendu familial. Elle laissait des messages confus, promettant que Gavin accepterait volontiers une chambre plus petite, et insistant sur le fait que nous devions régler nos affaires familiales en privé, plutôt que d'impliquer de froids professionnels du droit. Assise paisiblement sur la terrasse couverte de mon chalet à West Hills, tout en regardant la brume de pluie flotter sur la canopée, j'ai écouté ces notes vocales enregistrées sans ressentir la moindre culpabilité, ni la moindre hésitation. Dès le vendredi après-midi, réalisant que ces messages vocaux larmoyants restaient sans réponse, elle m'a envoyé un SMS rempli d'humilité, me suppliant de la rencontrer en tête-à-tête, à l'endroit de mon choix. Elle prétendait que si nous pouvions simplement nous asseoir autour d'un café, nous pourrions trouver un arrangement raisonnable, qui préserverait le foyer sans traîner la succession aux enchères publiques. J'ai attendu plusieurs heures avant de taper une brève réponse, acceptant de la rencontrer le lendemain matin, dans un café très fréquenté du centre-ville de Portland. Cependant, j'ai explicitement souligné dans mon message que cette rencontre ne serait pas une discussion informelle, et je l'ai informé que je serais accompagné de mon représentant légal, afin de m'assurer que chaque échange reste strictement conforme aux procédures légales obligatoires. Le samedi matin, l'atmosphère à l'intérieur du café bondé est devenue étouffante, lorsque Valérie et Gavin se sont assis en face de moi et de maître Arthur. À peine étions-nous installés sur nos chaises en bois que Valérie s'est lancée dans une comédie larmoyante, se tamponnant les yeux avec une serviette, tout en m'accusant haut et fort d'être une fille ingrate, qui jetait sa belle-mère en deuil dans la rue. Les clients des tables voisines se sont retournés pour regarder, mais Arthur est resté totalement imperturbable, ouvrant calmement sa serviette en cuir, et étalant sur la table les titres de propriété officiels, ainsi que des années de relevés bancaires.
Il a expliqué méthodiquement que j'avais financé personnellement des milliers de dollars pour l'entretien de la propriété, tout en détenant une part de copropriété de 50%, pleinement reconnue. Alors qu'Arthur présentait les rapports d'expertise certifiés par le tribunal. Les pleurs théâtraux de Valérie se sont dissous dans un silence stupéfait, son jeu mélodramatique se retrouvant totalement démasqué sous le poids de faits juridiques indiscutables. Avant qu'elle ne puisse tenter une nouvelle manipulation émotionnelle, j'ai fouillé dans mon sac, j'en ai sorti un avis officiel de résiliation de leasing automobile, et je l'ai fait glisser directement sur la table vers Gavin. Je l'ai informé calmement que je mettais fin au contrat de location mensuel de la berline qu'il conduisait depuis 2 ans, un contrat enregistré exclusivement à mon nom, et payé sur mon compte bancaire personnel. Gavin a pâli, hurlant qu'il avait besoin de ce véhicule pour ses déplacements quotidiens, et prétendant que je n'avais aucun droit de lui confisquer son moyen de transport principal sans préavis. Je l'ai regardé droit dans les yeux, en lui rappelant que la voiture était rattachée à mon profil financier, et j'ai exigé qu'il me remette la clé immédiatement, à moins qu'il ne préfère que je le déclare comme véhicule volé ou détourné. À contre-cœur, les mains tremblantes de rage, Gavin a déposé les clés de la voiture sur la table, réalisant que l'époque où il vivait à mes crochets était officiellement terminée. 3 semaines plus tard, la maison de banlieue a été officiellement liquidée dans le cadre d'une transaction immobilière rapide, conclue à sa valeur marchande totale de 500 000 $. Après que la société de titres a déduit les frais de notaire et distribué ma part légitime de 250 000 $, le solde restant pour Valérie était bien trop dérisoire pour lui permettre d'acquérir un logement équivalent dans la région de Portland. N'ayant aucun emploi vérifiable et affichant de très mauvais scores de crédit, elle s'est vue catégoriquement refusée par tous les complexes résidentiels de standing, ce qui l'a obligée, elle et Gavin, à signer un bail pour un appartement 3 pièces étroit et vétuste, situé à la lointaine périphérie de la ville. Cette déchéance soudaine, passant d'une spacieuse maison de banlieue à un ensemble bruyant et délabré, a porté un coup fatal à son orgueil fragile, brisant définitivement l'illusion de luxe qu'elle entretenait à mes frais. Dans leur nouveau logement très étroit, un ressentiment toxique a rapidement éclaté entre la mère et le fils, car le stress quotidien de vivre avec un budget serré a détruit le peu d'harmonie qui leur restait. Gavin reprochait amèrement à Valérie son comportement arrogant lors du dîner, lui hurlant que son avidité leur avait coûté une belle maison, un véhicule de luxe gratuit, et un mode de vie confortable. Cherchant désespérément une bouée de sauvetage financière, Valérie m'a envoyé une série de SMS suppliants, me demandant une pension mensuelle pour les aider à payer leur loyer, et m'implorant son pardon sous couvert de solidarité familiale. Confortablement installé dans mon paisible foyer, j'ai lu ces longs paragraphes désespérés, sans la moindre trace de remords. J'ai appuyé sur l'icône des paramètres de mon téléphone, et j'ai bloqué définitivement son numéro ainsi que celui de Gavin, coupant ainsi nos liens une bonne fois pour toutes. 3 mois plus tard, la douce lumière du soleil matinal traversait la couche de brume, illuminant le grand jardin devant ma maison sur la colline. J'étais assise sur la vaste terrasse en cèdre avec Antoinette, dégustant un café frais tout en admirant la vue panoramique sur la vallée de Portland qui s'étendait en contrebas. L'air frais de la montagne apportait une odeur de senteur de pin, remplaçant l'anxiété persistante de mon passé par un sentiment profond de paisible contentement. Antoinette a souri chaleureusement en ajustant ses lunettes de soleil, me faisant remarquer à quel point je semblais métamorphosé depuis que j'avais pris le contrôle total de mon avenir financier. En regardant l'horizon baigné de soleil, je savais que m'éloigner de ces obligations familiales toxiques avait été le choix le plus émancipateur de toute ma vie. Plus tôt dans la semaine, Arthur m'avait envoyé une dernière mise à jour administrative, concernant la clôture définitive de la succession de mes parents. Par l'intermédiaire de son réseau professionnel, il m'a appris que Gavin avait été contraint de renoncer à ses cours à l'université, après avoir perdu son allocation, devant prendre un travail exténuant de serveur à plein
Tant dans un restaurant, pour payer ses factures de base. Valérie luttait tout autant pour joindre les deux bouts, enchaînant des gardes. De nuit épuisante comme caissière dans un magasin, simplement pour payer le loyer mensuel de leur petit appartement. Dépouillé des revenus de mon père, et de mon soutien financier inépuisable, la dure réalité des dépenses quotidiennes avait brisé leurs prétentions arrogantes, les forçant à assumer les conséquences directes de leur sentiment de supériorité. Leur vie commune s'était détériorée en disputes amères et constantes, chacun rejetant indéfiniment la faute sur l'autre pour avoir perdu ce luxe qu'il considérait comme acquis. Une profonde vague de sérénité s'est déposée sur mon cœur, en apprenant le dénouement de leur histoire. J'avais réussi à honorer mes défunts parents, en protégeant l'héritage qu'ils avaient travaillé si dur à bâtir, en refusant de laisser leur avidité prédatrice détruire mon avenir, ou saper mon estime de moi. En restant ferme face à la culpabilité émotionnelle, et en établissant des limites juridiques inébranlables, j'avais reconquis à la fois ma souveraineté financière et ma dignité intérieure. Le véritable héritage de mon père n'avait jamais été destiné à être une mine d'or pour des parents ingrats, il devait me donner les moyens de me bâtir une vie sûre, honorable et indépendante, selon mes propres choix. Assise dans mon sanctuaire baigné de soleil, entouré par la beauté de la nature, je savais que mes parents seraient infiniment fiers de la force que j'avais découverte en moi. J'ai bu une lente gorgée de mon café, me sentant totalement libéré du poids de mon passé, sachant que je ne me retournerai plus. Jamais. J'avais instauré une règle stricte de non-contact absolu, m'assurant qu'aucun autre message manipulateur, ni aucune supplication de mauvaise foi, ne pourrait à nouveau franchir le périmètre paisible de ma vie. Mon parcours n'était plus défini par les mauvais traitements que j'avais subis, mais par la confiance sereine d'une femme qui connaissait sa valeur, et protégeait ses limites. Désormais, mon énergie serait exclusivement consacrée à faire évoluer ma carrière, à entretenir des amitiés sincères, et à profiter du foyer paisible que j'avais gagné grâce à ma propre résilience. J'ai levé la tête avec fierté, prête à accueillir les possibilités infinies d'un avenir entièrement fondé sur la liberté, le respect de soi, et une paix absolue.